Croyez-moi, se lancer dans l'élevage de palourdes peut s'avérer très rentable. Non seulement elles sont savoureuses, mais parfois on peut toucher le jackpot en trouvant des perles qui valent beaucoup d'argent. Pourtant, peu de gens sont prêts à faire le grand saut, car il y a un petit problème. Demandons à Steve! L'eau cristalline et les lagons calmes des mers tropicales chaudes abritent le bénitier géant. Cet animal est le plus grand bivalve du monde. Il vit longtemps et il grandit sans cesse, ce qui lui permet d'atteindre une taille gigantesque. Le bénitier géant porte ce nom pour une bonne raison, il est énorme. Regardez ça, imaginez une personne à côté de l'un d'entre eux. C'est vraiment très gros. Et en voir un en action est encore plus effrayant car ces bénitiers sont des êtres vivants capables de se déplacer. Certains prétendent qu'ils peuvent tuer des humains et même des requins. Quand on en voit un à côté d'un minuscule plongeur, on n'a aucun mal à le croire. On les trouve dans les eaux tropicales de la région Indo-Pacifique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie, en Malaisie, au Palaos, au nord de l'Australie et aux Philippines. Les bénitiers géants vivent également dans les territoires insulaires américains du Pacifique, comme Guam. Et ça vaut la peine de les chercher, car leur muscle adducteur est considéré comme un mets délicat, ce qui lui confère une grande valeur. Certains pays, comme la France, le Japon et d'autres pays d'Asie du Sud-Est, ainsi que diverses îles du Pacifique, apprécient sa saveur unique. En outre, la chair de ces palourdes est utilisée dans la cuisine asiatique et en Chine, on la considère comme un aphrodisiaque. Les bénitiers géants atteignent également un prix élevé sur le marché noir en tant qu'objet décoratif haut de gamme. Ils valent très cher. On s'en sert par exemple pour réaliser des sculptures comme celle-ci, ou des bijoux. Les coquilles des jeunes palourdes sont parfois montées en collier. En Chine, ces coquilles sont un substitut à l'ivoire. Imaginez entrer dans une boutique illégale et tomber sur ces énormes coquilles, présentées comme du pain dans une boulangerie. Du pain vendu plusieurs milliers d'euros. Le problème, c'est que la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Des mesures ont été prises pour résoudre le problème, mais il est hors de question d'interdire la pêche aux bénitiers géants. Après tout, il y a beaucoup d'argent à la clé. L'une des solutions a consisté en un projet d'élevage. Fruit de la collaboration entre 8 pays de la région Indo-Pacifique, il a débuté aux Philippines en 1984. Ça fait 40 ans qu'on y fait grandir des bénitiers, mais la première génération est encore loin d'être prête à être servie dans nos assiettes. Pourquoi? Car ces palourdes grandissent exceptionnellement lentement. Il faut énormément de temps pour qu'elles atteignent la taille voulue. Ce projet visait à trouver des moyens d'élever des bénitiers géants pour les manger, mais il n'a pas rempli son objectif. Faire grandir ces animaux plus vite que prévu par la nature semble impossible, mais les gens n'ont pas renoncé pour autant. Pour démarrer le processus reproductif, des plongeurs recueillent des œufs de palourdes femelles. Ensuite, ils collectent le matériel génétique des mâles, tout simplement à l'aide d'un sac. Une seule palourde peut rejeter jusqu'à 500 œufs dans l'océan à chaque ponte. Il n'y a donc aucun problème de rendement. De près, ces œufs ressemblent à ceci. Oui, ils ressemblent à des œufs. Après avoir mélangé le matériel génétique, on le place dans des conteneurs remplis d'eau et on attend. Il faut beaucoup de patience pour être éleveur de bénitiers géants. L'objectif, c'est que cette chose minuscule se transforme en ceci. Jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, les bénitiers sont vulnérables aux prédateurs, car ils sont minuscules. Celui-ci, par exemple, n'a que 3 mois. Mais comme souvent dans la nature, leur croissance est d'autant plus rapide que les bénitiers sont fragiles. Ils grandissent d'environ 2,5 cm par an et pendant tout ce temps, ils restent dans la ferme. En général, on attend qu'ils fassent la taille que vous voyez à l'écran. Ça prend aux bénitiers entre 3 et 5 mois. Mais tout dépend de l'espèce bien sûr. Le fond des bassins n'est pas sablonneux. Il grouille de centaines de minuscules palourdes et des humains veillent sur eux. Vous devez vous demander ce que sont ces étranges bouées attachées aux pieds des plongeurs. Elles permettent de ne pas blesser involontairement les délicates petites palourdes. Si ça vous étonne, permettez-moi de vous rappeler combien vaut un bénitier géant adulte. Les jeunes bénitiers sont placés dans des plateaux, des cages ou des enclos sur un substrat. Ces espaces leur offrent un environnement propre, réduisent le risque de prédateurs et facilitent l'accès des humains.
Ces cages en maille protègent les petites palourdes des nombreux prédateurs qui rôdent autour d'elles, comme les raies, les tortues et autres créatures marines. Et voici à quoi ressemble la ferme sous la surface de l'eau. Ça rappelle un peu ces grilles en fer forgé qui surplombaient les tombes à l'époque victorienne, non? C'est un peu inquiétant. Après 12 à 18 mois dans la nurserie, les bénitiers atteignent la taille de 2 cm et on les déplace alors vers une autre partie de la ferme. C'est un peu comme entrer à l'école maternelle. Comme vous le savez, Steve est plutôt grand, mais à côté de lui, cette palourde semble carrément énorme. Et il en existe de plus grandes encore. Le bénitier géant est la plus grande des 13 espèces de palourdes géantes. Il peut peser jusqu'à 500 kg et mesurer plus d'1 mètre de long. C'est le deuxième invertébré le plus lourd de la planète, après l'énorme calmar géant, une bête marine légendaire qui alimente depuis des siècles les récits effrayants des marins. En moyenne, lorsqu'un bénitier géant atteint sa 100e année, il pèse plus de 200 kg et il mesure environ 1,20 m. Mais revenons-en à notre ferme. Lorsque les palourdes ont grandi, on les déplace à nouveau dans l'océan ou dans des bassins spéciaux sur la terre ferme. Dans ce dernier cas, il faut des appareils spéciaux qui permettent de maintenir l'eau propre et chaude. Les bassins ressemblent à ça. Et voici un aperçu de la journée d'un éleveur de palourdes dans l'océan. Ce travail sous-marin requiert un personnel qualifié et doté d'un équipement de plongée. Ça coûterait peut-être moins cher comme ça. Regardez ces bénitiers, ils ont bien grandi, mais en fait, c'est encore des bébés. Vous vous souvenez de la taille des adultes, pas vrai? Lorsqu'ils atteignent l'âge de 3 à 4 ans, leur coquille mesure entre 25 et 30 cm. Ce n'est qu'à partir de 5 ans qu'ils sont prêts à se reproduire. Mais certains sont lents à s'émanciper et ils n'atteignent l'âge adulte que vers 9 ou 10 ans. Si on leur laissait le choix, ils préféreraient sans doute vivre encore un peu chez leurs parents. Ce bénitier a entre 6 et 7 ans. Il peut sembler petit, mais la personne qui le tient doit déjà faire un effort pour soulever ce bébé. En général, on attend que les bénitiers géants aient au moins 10 ans et qu'ils mesurent plus de 56 cm avant de les mettre en vente. On considère que c'est l'âge idéal. Pour optimiser la récolte, il faut viser une taille comprise entre 45 et 65 cm, comme on peut le voir ici. Mais pour qu'ils atteignent 65 cm, il faut attendre 15 ans plutôt que 10. À l'âge de 20 ans, les bénitiers peuvent mesurer entre 70 et 80 cm. Mais on peut attendre davantage et les récolter lorsqu'ils sont devenus encore plus gros. On pourrait tirer beaucoup d'argent d'un bénitier qui mesurerait 1,20 m. Mais il faut être réaliste, ça demanderait d'attendre au moins 50 ans, et tout le monde ne peut pas se permettre un investissement de si long terme. Attendre ne serait-ce que 15 ans pour faire du bénéfice, ça paraît déjà trop. Imaginez si les éleveurs de poules devaient attendre 10 à 15 ans avant que leurs volailles soient prêtes à être servies à table, ou 5 ans avant qu'elles pondent leur premier œuf. Pas étonnant que les fermes conchilicoles soient en déclin. On peut l'expliquer très simplement. La production de masse de bénitiers géants a commencé dans les années 1980 au Palaos. Il en existe des images qui nous permettent de voir à quoi ressemblaient ces fermes. Au début, tout allait pour le mieux, mais au cours des décennies suivantes, la production a chuté. Aujourd'hui, l'industrie de la palourde est en difficulté et il ne reste plus qu'une poignée de grandes fermes dans le monde. Ces exploitations, situées pour la plupart dans l'océan Pacifique, produisent peu et ne répondent qu'aux besoins locaux. Je vous rappelle qu'on parle d'une période d'attente de 10 à 15 ans. Or, même en l'absence de bénéfices, il y a des dépenses. La conchiliculture a un coût, même si on opte pour une culture directe dans l'océan au lieu d'utiliser des nurseries. Dans tous les cas, il faut un bâtiment, donc un loyer à payer. Et puis, il faut embaucher du monde, des gens qualifiés, qui s'attendent à être bien payés. Il faut supporter toutes ces dépenses pendant des années, sans faire le moindre bénéfice, avant de pouvoir espérer vendre quelque chose. Ça me paraît pas être un bon plan. Par exemple, la nurserie de palourdes du laboratoire marin de Bolinao abrite 30 000 bénitiers géants et couvre une superficie de 5,8 hectares, l'équivalent de 7 terrains de foot. Ça ressemble à ça. Partout où on plonge, partout où on regarde, il y a des palourdes. Mais comment on peut gérer une opération d'une telle ampleur? Eh bien, tout est une question de priorité. Cette nurserie n'est pas à but lucratif. Elle vise à maintenir et renforcer la population de palourdes afin d'éviter leur extinction. C'est le gouvernement qui paie la facture et non des citoyens ordinaires qui mettent la main au portefeuille. Après tout, le gouvernement a les poches mieux garnies.
Ces derniers temps, le prix des bénitiers a explosé. Il a été multiplié par 40. Autant dire que les pêcheurs gagnent beaucoup plus d'argent qu'avant. Une simple coquille, qui valait autrefois environ 280 € atteint aujourd'hui la somme considérable de 11 000 €. C'est comme trouver une mine d'or, mais pleine de palourdes. C'est la ruée vers les bénitiers. Steve et moi sommes tombés sur une énorme coquille en vente au prix de 5 555 €. Pour demander une telle somme, il faut une coquille de belle taille. En l'occurrence, cette demi-coquille mesure près de 90 cm. À Taïwan et au Japon, le kilo de muscles adducteurs séchés coûtait 93 € en 1989. En raison des interdictions d'exportation dans de nombreux pays, on n'a pas pu trouver le prix actuel. Mais compte tenu de son caractère illicite, il a dû beaucoup augmenter. Le processus reproductif des palourdes constitue un autre défi pour la production de masse. Contrairement à beaucoup d'autres animaux, les palourdes sont hermaphrodites. Elles peuvent donc générer du matériel génétique à la fois mâle et femelle. En théorie, ça devrait pas être bien compliqué. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il est préférable que les mollusques n'aient pas de descendance plus de 2 fois par an. On peut les forcer à se reproduire plus souvent, mais c'est pas bon pour leur santé. Compte tenu du temps nécessaire à la maturation des palourdes, leur nuire reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Ça fait très mal, ça n'a aucun sens et ça a d'horribles conséquences. Pour obtenir beaucoup de bébés, il faut des palourdes âgées de plusieurs dizaines d'années, de grande taille, bien développées et en bonne santé. Mais il est presque impossible d'en trouver. Il n'existe plus beaucoup de fermes et leurs propriétaires sont pas disposés à se séparer d'un bien aussi précieux. Mettre en place un nouvel élevage est donc une tâche ardue, car trouver un individu mature et apte à produire une descendance revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. J'ai mentionné la santé des palourdes car peu de gens connaissent les maladies qui les affectent et encore moins la manière de les traiter. Par conséquent, si une palourde tombe malade, ça peut vite devenir un gros problème pour toutes les palourdes. Vous me suivez? Il suffit qu'une palourde s'enrhume pour risquer de perdre tout le lot. Tous les efforts déployés pendant des années seraient alors réduits à néant. Beaucoup d'argent dépensé, de temps perdu et de stress et tout ça pour rien. Je devrais préciser que ces fermes sont une conséquence de la surpêche. À l'époque, personne ne surveillait la situation et la population de bénitiers géants s'est retrouvée au bord de l'extinction. En 1976, on en avait pêché 243 tonnes, mais en 1980, ce chiffre a grimpé en flèche pour atteindre 11 930 tonnes. C'est beaucoup, d'autant plus que l'on ciblait les individus adultes de grande taille pour leur viande et leurs grosses coquilles. Mais une fois tous les adultes disparus, qui reste-t-il pour procréer? Voilà pourquoi la pêche aux bénitiers géants est maintenant interdite, en particulier aux Philippines et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Les palourdes dépendent fortement des protéines de l'océan et elles sont en grande difficulté. Tout d'abord, elles sont pas très rapides, autant dire incapables d'échapper au danger. Ensuite, malgré l'interdiction, la pêche se poursuit dans ces régions, car les gens ont besoin de gagner leur vie. Une étude réalisée dans les années 1970 a montré que les bénitiers géants des Philippines étaient proches de l'extinction en raison du braconnage, de la surpêche et de la destruction de leur habitat. Dans les années 70, et la situation s'est détériorée dans les années 80, comme en témoigne la hausse des captures. La population des pauvres palourdes se réduit comme peau de chagrin à cause des humains en raison de leur valeur. Aux Philippines, les biologistes marins tentent depuis 30 ans de résoudre le problème en relâchant de jeunes palourdes sur les récifs. Toutefois, si la pêche est à nouveau autorisée, tous leurs efforts seront réduits à néant. Les palourdes risquent de disparaître à nouveau et cette fois, il n'y aura peut-être aucun moyen de les ramener à la vie. Plus tôt, j'ai mentionné que les coquilles de palourdes servaient d'alternative à l'ivoire. On vend d'ailleurs toujours de l'ivoire malgré les interdictions, mais c'est un autre sujet. Revenons aux années 1980, au Palaos, où la police a arrêté un bateau de pêche taïwanais illégal transportant 3400 kg de muscles adducteurs. Pendant que les agents déchargeaient la viande, les braconniers ont tenté en vain de les corrompre à l'aide de pots de vin. Bien sûr, il était trop tard pour les palourdes. 40 ans plus tard, peu de choses ont changé. Les coquilles de bénitiers géants valent autant que leur chair et la police s'en prend à ceux qui en font le commerce. C'est pour le moins
impressionnant. C'est pas comme des perles. Bon courage pour dissimuler quelque chose d'aussi énorme. Ces montagnes ne sont rien d'autre que des palourdes de contrebande. Certaines font la taille d'un homme, voire plus. Récemment, 2 incidents notables se sont produits. En mars 2021, les autorités philippines ont saisi des coquilles d'une valeur totale de 3,06 millions d'euros, 80 tonnes. D'après les gardes-côtes, il a fallu entre 6 mois et 1 an aux habitants de la région pour en amasser une telle quantité. Un mois plus tard, en avril, aux Philippines, la police a saisi plus de 200 tonnes de coquilles fossilisées d'une valeur de plus de 23 millions d'euros. Que dire? Le printemps a été chargé pour les autorités. Mais les gens n'aiment pas les bénitiers géants que pour leur chair savoureuse et leurs coquilles solides. Chaque fois qu'on en ouvre un, on a une chance de toucher le jackpot. Regardez cette perle, elle pèse pas moins de 34 kilos et elle vaut environ 93 millions d'euros. C'est pourtant pas une belle perle de joaillerie, elle est énorme, irrégulière et elle ressemble à de l'ambre gris, le vomi de baleine, qui étonnamment a aussi beaucoup de valeur. Et devinez quoi? Elle détient le record de la plus grosse perle du monde. Je trouve qu'elle ressemble à une énorme dent. Et cette perle est restée cachée aux yeux du monde pendant plus de 10 ans. Le pêcheur qui l'avait trouvée l'a gardée simplement chez lui, comme un porte-bonheur. Heureusement qu'il ne l'a pas cachée sous son oreiller, la petite souris aurait pu la prendre. Avant ça, le record appartenait à une perle de 6,4 kg. Elle valait 32,4 millions d'euros et elle provenait d'une palourde tout aussi massive. Mais tous les mollusques ne produisent pas de perles. Les huîtres en sont les championnes, mais il se forme une perle dans moins d'une huître sur 10 000. Pour que ça arrive, il faut qu'un minuscule grain de sable pénètre dans le coquillage. Un mécanisme de défense naturelle se déclenche alors, qui le recouvre d'une magnifique couche de nacre. Qu'est-ce qui a bien pu pénétrer dans cette palourde? Une trottinette? Vous vous souvenez quand j'ai dit que les bénitiers géants seraient capables de manger des gens? Bon, en vérité, c'est simplement un problème d'incompréhension. Ça arrive souvent avec les grands animaux. On a tendance à supposer qu'ils sont dangereux. On peut pas nous le reprocher. C'est normal d'avoir des frissons quand on voit ça. On se dit que ce truc doit manger tout ce qui passe à sa portée. D'ailleurs, même dans les régions où vivent des bénitiers géants, le folklore local les dépeint comme des êtres agressifs. Ça pourrait s'expliquer par le fait que certaines parties des palourdes ressemblent à des dents, qu'on imagine volontiers mordre quelqu'un. Une légende polynésienne évoque une palourde qui aurait arraché la patte d'un singe, et dans un conte maori, une palourde s'attaque à un canoë. Je vois pas bien comment une palourde pourrait faire une telle chose tout en vivant au fond de l'eau, mais j'ai bien dit que c'était des légendes. Les récits du Pacifique Sud font état de palourdes qui s'approchent furtivement des nageurs pour les piéger ou les engloutir tout entiers. Selon un récit de Wilburn Cobb sur la découverte de la perle de Lao Tse, un plongeur s'est noyé après que son bras a été happé par un bénitier. Ils sont si puissants qu'ils sont capables d'attraper les grands requins et les raies qui les frôlent par accident, prévient en 1885 l'écrivain naturaliste Charles Frederick Holder dans son livre Éléments de zoologie. Tout ça ne date pas d'hier et prouve que les gens connaissaient déjà bien les bénitiers géants, aussi bien que le kraken. Dans les années 1920, le magazine Popular Mechanics écrivait déjà que les plongeurs qui posent le pied dans les lèvres ouvertes de ces monstres sont souvent retenus avec une telle force qu'ils ne peuvent se libérer et se noient. Bien sûr, il parlait lui aussi des bénitiers géants. Mais en vérité, ces histoires ne sont pas basées sur des faits réels. Il n'existe aucune preuve que les bénitiers géants puissent nuire à qui que ce soit. Pas même à une simple raie ou à un bête poisson. Pourtant, la marine américaine a pris au sérieux ces histoires de palourdes mangeuses d'hommes et elle a publié un guide à l'intention des plongeurs afin de leur éviter d'être dévorés. Ces rumeurs étaient si répandues que pendant des années, les manuels de plongée sous-marine prodiguaient des conseils pour se dégager d'un bénitier géant. Plutôt de bons conseils d'ailleurs, glisser un couteau entre les lèvres du bénitier et trancher son muscle adducteur. On n'a pas trouvé d'image d'un tel manuel, mais ça devait ressembler à ça. Mais comme je le disais, tout ça relève de la fiction. Tout d'abord, les palourdes n'aiment pas la viande, et pas davantage le poisson. Et elles sont très lentes. Il faudrait laisser le pied ou la main entre les lèvres d'une palourde pendant des heures pour se retrouver coincé.
De plus, en cas de problème, les palourdes se referment entièrement et il est impossible de les ouvrir. C'est pas comme s'il était possible de glisser la main dans l'ouverture, hors de question. La pêche aux bénitiers géants semble très lucrative, alors pourquoi s'embêter à en élever quand on peut simplement les récolter directement dans l'océan? Eh bien, c'est contraire à la loi, et même un acte apparemment inoffensif, comme le prélèvement d'une seule palourde, peut nuire à l'environnement local. Les palourdes ne se déplacent pas, et après des dizaines d'années passées à grandir, elles constituent un élément naturel du récif. Ça se voit à la façon dont elles s'intègrent dans leur environnement. Et les gens qui récoltent des palourdes sont pas très délicats. À force d'arracher des morceaux de récif, ils finissent par le détruire complètement. Le résultat est... je vous laisse en juger. 104 km² de récifs coralliens, parmi les plus riches en biodiversité de la planète, ont été détruits par le braconnage et la récolte de bénitiers géants en mer de Chine méridionale. Ces lieux autrefois pleins de vie sont aujourd'hui gris et morts. Il est extrêmement difficile de remettre les récifs en état. Là où se trouvaient des palourdes, il ne reste que des cicatrices. Tailler ainsi dans le récif empêche de nombreuses autres espèces d'y vivre. Les dégâts causés aux récifs sont si importants qu'ils sont visibles depuis l'espace. Et ces récifs étant souvent reliés entre eux, les dommages subis par l'un peuvent affecter les autres, comme un effet domino. Il suffit d'un rien pour que tout s'effondre. Et les conséquences ne se limitent pas aux récifs. Les bénitiers géants ont un rôle fort utile. Ils nettoient l'eau. Comment? Tout simplement en la filtrant lorsqu'ils mangent. Je le disais, ils ne s'intéressent pas aux poissons, mais au plancton et aux algues. Les bénitiers géants sont la colonne vertébrale du récif corallien, qui offre un abri à diverses créatures marines comme les algues, les éponges, les escargots et les jeunes poissons. Est-ce que 11 000 € de palourdes valent vraiment la peine de détruire un récif entier et de perturber tout un écosystème? On est bien d'accord. Mais ça n'empêche pas les braconniers d'agir. Il y a quelques années, leurs actions ont même été filmées et montrées au monde entier. Mais ça n'a pas suffi. Les braconniers amènent toujours leur bateau jusqu'au récif pour le briser à l'aide des hélices. Comment ils font ça? Ils attachent les bateaux au récif, puis ils font tourner les moteurs jusqu'à ce que la puissance suffise à briser le minutieux ouvrage de Dame Nature. Qualifier cette pratique de barbare est un euphémisme. Elle entraîne une terrifiante destruction généralisée. Lorsque les hélices ne suffisent pas, les braconniers utilisent des sortes d'aspirateurs pour avaler les coquillages et tout ce qui se trouve à proximité. Non seulement le récif s'en ressent, mais ça crée des nuages de sédiments qui se déposent sur le corail et les autres formes de vie et bloquent les rayons du soleil. Or, sans soleil, pas de vie. Les braconniers détruisent ainsi des écosystèmes entiers sans se soucier des conséquences. Selon les médias, c'est un problème quotidien, même si les autorités font de leur mieux pour y mettre fin. A plus.